Le discours emblématique de Winston Churchill, intitulé Le rideau de fer est descendu à travers le continent, a marqué l'histoire et défini la période de la guerre froide. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'analyse de ce discours puissant prononcé par Churchill en 1946 à l'université de Westminster College à Fulton, fief du président Truman. Discours qui est prononcé devant un public américain composé d'étudiants, enseignants, de responsables d'État, dont le président Harry S. Truman, qui a l'initiative de ce discours. Donc, on peut voir sur les photos ici présentes que Churchill est accueilli comme étant un véritable héros. On voit un welcome Churchill, on voit un président Truman absolument content d'avoir Churchill à ses côtés, et aussi on voit une population qui est contente d'avoir ce héros de guerre. Donc, dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, les relations entre anglo-saxons, plus précisément États-Unis et URSS, se détériorent. Les oppositions idéologiques s'affirment et les conflits d'intérêts opposent les deux grands. En février 1945, à Yalta, les Alliés se sont engagés à rétablir la démocratie sur la base d'élections libres dans les pays d'Europe en voie d'être libérés, mais l'attitude de l'URSS inquiète aussi bien Churchill, ancien Premier ministre britannique, et Truman, c'est-à-dire les États-Unis. Avec ce discours, Churchill laisse éclater au grand jour les préoccupations de l'Ouest envers leur allié de circonstance qui était l'URSS. Donc, comment ce discours est-il annonciateur des fractures idéologiques qui persistent encore aujourd'hui? Si vous voulez le savoir, restez avec nous pour découvrir comment Churchill va amener les fractures qu'il y a entre Occident et URSS, en quoi l'expansionnisme soviétique représentera un danger, et quelle est la solution à ce danger, c'est-à-dire une union pour répondre au danger que représente le communisme, et enfin la réception de ce discours à l'époque de Churchill, et encore la caisse de résonance que ce discours aurait aujourd'hui. On voit que dans le discours de Churchill, celui-ci l'amène en faisant une éloge de la Russie qui les a aidés durant la Seconde Guerre mondiale. Churchill dit qu'il a une estime et une forte admiration pour le courageux peuple de Russes et pour mon camarade de guerre Staline. Il existe une sympathie profonde et une bienveillance sincère en Grande-Bretagne, tout comme ici, aussi je n'en doute pas, envers les peuples de toutes les Russies. Ici, c'est les États-Unis d'Amérique. Il faut savoir que durant la Seconde Guerre mondiale, il y a une propagande mettant Staline sur un piédestal aux États-Unis comme un véritable héros de guerre, comme Churchill. Et cette propagande a bien fonctionné. C'est pour cela qu'il dit aussi qu'il y a un courageux peuple russe et traite Staline de camarade de guerre. Il dit aussi, nous accueillons la Russie à sa place légitime parmi les grandes nations du monde, nous accueillons son pavillon sur les mers, et surtout nous nous réjouissons des contacts constants, fréquents et croissants entre les peuples russes, notre peuple de chaque côté atlantique. Là, il veut remettre la part du succès de la victoire des Alliés lors de la Seconde Guerre mondiale à la Russie, qui les a aidés notamment en attaquant l'Allemagne à l'Est ou encore en attaquant le Japon. Et il va introduire ces fractures avec certains connecteurs logiques de concession. Il dit, malgré les nombreuses différences et rebuffades, afin d'établir une amitié durable. Donc là, on peut voir qu'il y a une gradation. Il parle de différence, c'est-à-dire le rouge et le vert sont différents. Et les rebuffades, c'est déjà un conflit. Et il dit, avec ce conflit, il y a une espèce d'antithèse en disant que malgré les nombreuses différences et rebuffades, afin d'établir des amitiés durables. Donc, ils disent que l'amitié était durable, mais qu'il y avait quand même des conflits entre eux. En fait, l'amitié qu'il y avait entre l'Ouest et l'Est, c'est-à-dire l'URSS et les États-Unis, c'était pas comme un miroir cassé. On a recollé les morceaux. On voyait des fissures, mais ça tenait. Et il dit après, il est de mon devoir cependant, car je suis sûr que vous voudriez que j'énonce les faits tels que je les vois, pour vous, de vous exposer certains concernant la situation actuelle en Europe. Il veut dire aux Américains qu'ils attendent de lui qu'ils disent les choses dures, mais nécessaires, comme quand il l'a fait lors de son célèbre discours et lors de la Seconde Guerre mondiale, où il a dit « Je n'ai rien d'autre à offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. » Ou encore « I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. » Après cette phrase, en effet, Churchill va lancer cette bombe qui est depuis Stettin sur la Baltique jusqu'à Trieste sur l'Adriatique, un rideau de fer est descendu à travers le continent. Cette phrase est importante, mais l'homme qui le dit l'amplifie davantage. Parce qu'on se rappelle que c'est Truman qui a demandé à Churchill de venir à Fulton et ce n'est pas Truman lui-même qui l'a dit.
parce qu'il sait très bien que Churchill a cette aura d'héros de guerre, cette aura de personne qui dit les choses dures, mais toujours nécessaires. Tandis que Truman, lui, pour l'instant, n'a pas cette aura que Churchill avait. Donc, pour annoncer au monde entier qu'il y a une divergence idéologique entre Est et Ouest, rien d'autre qu'un héros qui en plus est anticommuniste, Churchill. Donc, comme on dit, cette phrase est importante, mais l'homme qui le dit l'amplifie davantage. Churchill va introduire le terme rideau de fer pour décrire la division de l'Europe en deux blocs, l'un sous l'influence occidentale et l'autre sous l'influence soviétique. Donc, je vous laisse la carte de l'époque de 1946 où on peut voir justement cette division entre Est et Ouest. Il va dire, derrière ce rideau se trouvent toutes les capitales des anciens États d'Europe centrale et orientale, Varsovie, Pologne, Berlin, Allemagne, Prague, Tchécoslovaquie, Vienne, Autriche, Budapest, Hongrie, Belgrade, Serbie, Bucarest, Roumanie, Sofia, Bulgarie. Toutes ces célèbres villes et leur population résident dans ce que je dois appeler la sphère soviétique et sont toutes sujettes, sous une forme ou une autre, non seulement à l'influence soviétique, mais un contrôle intense qui, dans de nombreux cas, est croissant émanant de Moscou. Seule Athènes, la Grèce et ses gloires immortelles est libre de décider de son avenir par des élections sous la surveillance britannique, américaine et française. Donc là, il fait une énonciation des différentes villes qui sont sous contrôle soviétique, mais là, avec ces villes, il fait surtout une métonymie, il parle des capitales pour parler des pays entiers. Le seul pays où je trouve qu'il y a un problème, c'est lorsqu'il parle de Berlin, c'est une partie de Berlin qui est au joug soviétique, mais une autre partie de l'Allemagne qui n'est pas une autre partie de Berlin qui n'est pas sous joug soviétique, et une partie de l'Allemagne aussi qui n'est pas sous joug soviétique. Donc cette métonymie est une métonymie qui parfois est à deux sens. Après, ce qu'il n'a pas dit, surtout à la fin, c'est qu'en octobre 1944, Churchill et son ministre Eden vont négocier avec l'URSS le fait de garder la Grèce dans le camp occidental et en contrepartie, il va laisser aux soviétiques la Roumanie, la Hongrie, encore la Bulgarie. Il le fait parce que à ce moment-là, le Royaume-Uni avait des intérêts en Grèce. Dans cette même phrase, il commence à dénoncer la manière dont le gouvernement soviétique fait main basse de l'Est. Il parle de contrôle intense. Dans la phrase suivante, il détaille ce contrôle intense. Le gouvernement polonais, dominé par la Russie, a été encouragé à empiéter largement et de façon illégitime sur l'Allemagne, et nous assistons actuellement à des expulsions massives de millions d'Allemands dans une mesure atroce et inimaginable. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, entre 1945 et 1950, on estime que les Soviétiques, avec le gouvernement polonais et de Tchécoslovaquie, ont fait fuir entre 12 et 15 millions d'Allemands de leur foyer. Ils le tenaient pour responsable du déclenchement de la guerre et se servaient de leur foyer comme dédommagement de guerre. Ces expulsions ont été brutales et dans le discours, il dénonce la violence de l'URSS à l'égard de ces Allemands. Ensuite, il détaille comment se fait montée du communisme. Il dit que les partis communistes, qui étaient très faibles dans tous les États de l'Est européen, sont vus élever une prédominance et un pouvoir bien au-delà de leur importance numérique et cherchent partout à accéder à un contrôle totalitaire. Des gouvernements policiers dominent dans presque tous les cas et jusqu'à présent, à l'exception de la Tchécoslovaquie, il n'y a pas de vraie démocratie. Là, il montre clairement qu'un des dangers de ces gouvernements communistes, qui est le contrôle totalitaire, et le fait qu'une minorité chercherait à imposer à la majorité son bien vouloir. En résumé, il parle surtout d'une perte de liberté à disposer d'eux-mêmes de ces États. Puis ensuite, il va parler de la Turquie et la Perse. La Turquie et la Perse sont toutes les deux profondément inquiètes et troublées devant la revendication dont elles font l'objet et la pression exercée par le gouvernement de Moscou. Les Russes à Berlin tentent actuellement de mettre sur pied un parti quasi communiste dans leur zone de l'Allemagne occupée en accordant des faveurs spéciales à des groupes de dirigeants allemands de gauche. À la fin des combats en juin dernier, les armées américaines et britanniques se sont retirées vers l'ouest, conformément à un accord conclu préalablement jusqu'à une distance afin de permettre à nos alliés russes d'occuper ce vaste territoire que les démocraties occidentales avaient conquis. Donc là, il indique que les deux nations craignent l'appétit des communistes et plus loin, il fait référence aux accords de Yalta qui stipulaient que la partie est de l'Europe était sous mandat soviétique et ouest sous États-Unis et Royaume-Uni. Il était aussi dit dans ces mêmes accords que les soviétiques devaient garantir la tenue d'élections libres en Europe de l'Est. En résumé, Churchill critique la politique soviétique envers les pays de l'Europe de l'Est en soulignant la suppression des libertés individuelles, la censure et la répression exercées par les régimes
pro-soviétique. Mais la véritable menace qui a accentué cette menace d'une troisième guerre mondiale qui pourrait se passer. Il dit, quelles que soient les conclusions que l'on peut tirer de ces faits, car ce ne sont que des faits, ce n'est clairement pas là l'Europe libérée pour la construction de laquelle nous avons combattu. Ce n'est pas non plus une Europe qui présente les caractéristiques essentielles d'une paix durable. Donc, lorsqu'il parle de sa conclusion, lorsqu'il dit que l'on peut tirer de ces faits, car ce sont des faits, il fait appel à une figure de style de répétition qui vise à accentuer la véracité des propos qu'il énonce. Et ça ressemble énormément à ce qu'on fait dans les tribunaux américains. On dit jurez-vous de dire la vérité, que la vérité. Oui, je le jure, mon Seigneur. Il y a cette espèce de répétition pour accentuer la véracité. Et en plus, comme c'est Churchill qui le dit, on voit que son ethos accentue davantage que lorsqu'il dit quelque chose, c'est la vérité. Parce que Churchill n'est pas réputé pour mentir. C'est ce héros de guerre de I have nothing to offer but blood, tears and sweat. Et plus loin dans son discours, il va nous parler de quelle serait la solution à ce problème. Il dit, la sécurité du monde exige une nouvelle unité en Europe dont aucune nation ne doit être exclue pour toujours. Dans son discours de Zurich en 1946, Churchill va appeler de ses voeux à la création des États-Unis d'Europe, c'est-à-dire une union politique et économique des pays européens qui permettrait de prévenir futurs conflits. Et il explique pourquoi il faudrait des États-Unis d'Europe, parce que c'est de la lutte entre les races puissantes de nos ancêtres en Europe que sont nées les guerres mondiales que nous avons vécues, ou celles qui se sont déroulées à des époques antérieures. Puis, on va faire un éloge des États-Unis d'Amérique. Il dit, 2 fois au cours de notre propre vie, nous avons vu comment, contre leur volonté, leur tradition, contre les arguments invoqués dont il est impossible de ne pas comprendre la force, les États-Unis ont été entraînés par des forces irrésistibles dans ces 2 guerres, à temps pour assurer la victoire de la bonne cause, mais seulement après qu'avaient eu lieu des massacres et des destructions effroyables. Là, il fait l'éloge des Américains en faisant référence à la doctrine Monroe et l'isolationnisme. Il disait que les États-Unis s'occupaient que de l'Amérique. Le reste du monde, ce n'était pas leur terrain de jeu. Et voilà, s'en foutait un peu. Il continue. 2 fois, les États-Unis ont été obligés d'envoyer plusieurs millions de leurs jeunes gens au-delà de l'Atlantique pour trouver la guerre. Mais maintenant, la guerre peut trouver n'importe quelle nation, n'importe où et n'importe quand. Il est évident que nous devons travailler avec détermination pour rétablir une paix globale en Europe au sein de la structure des Nations Unies en accord avec sa charte. À mon sens, c'est là un devoir politique évident d'une très grande importance. Face au rideau de fer qui divise l'Europe, il y a d'autres aussi causes d'inquiétude. Comme il dit, l'Italie et la France qui ont beau être à l'ouest, mais qui sont sensibles à l'idéologie communiste. Donc pour moi, cette dernière phrase dénote non pas seulement une inquiétude vis-à-vis de la privation de liberté des communistes, ou encore une réprobation, mais plutôt une réprobation très importante du discours idéologique communiste, c'est-à-dire qu'il faudrait partager les richesses. Donc pour terminer, dans ce discours, Churchill décrit une Europe divisée en 2, une qui serait libre de décider de son avenir, tandis que l'autre, de l'autre côté, on aurait une Europe assujettie à un pouvoir central, menaçant le monde dans son entièreté. La seule réponse face au danger que représente ce communisme, ou le danger que représente une peut-être troisième guerre mondiale, c'est l'unité de l'Europe, ou encore, pourquoi pas, l'unité du monde occidental. Donc, à l'époque, le discours de Churchill est vécu comme un choc pour l'opinion américaine, qui vénère aussi bien Churchill que Staline comme héros contre Hitler. Mais les différentes négociations entre Truman et Staline étaient de plus en plus que Truman voulait se défaire de l'image du héros de guerre qui était faite de Staline. Il a donc proposé à Churchill, fervent anticommuniste, un discours à l'opinion américaine pour révéler au grand jour ce qui se passe en Europe et ainsi pouvoir commencer la doctrine Truman, c'est-à-dire l'endiguement du communisme dans le monde. L'URSS a très mal pris ce discours de Churchill et dans le pays de l'Est, il y aura une véritable campagne de dénigrement vis-à-vis de Churchill qui était vu comme ennemi de l'URSS mais aussi des États-Unis et du monde occidental. De nos jours, le discours de Churchill suscite toujours des réactions et une caisse de résonance particulière. La Russie, héritière de l'URSS, cherche à préserver son influence et à renouer avec sa grandeur passée. Elle se montre souvent réticente
à l'égard des pays de l'Ouest et de leurs idéaux démocratiques. Cela crée une fracture entre les aspirations de la Russie et les valeurs portées par les nations occidentales. Le discours de Churchill trouve également une résonance contemporaine dans le contexte des tensions géopolitiques actuelles. Les relations entre la Russie et les pays occidentaux sont souvent marquées par des confrontations, des cyberattaques, des ingérences politiques, des tensions militaires. On peut noter l'annexion de la Crimée, la guerre en Ukraine, l'implication de la Russie dans le conflit en Syrie. Les idées exprimées par Churchill sur la nécessité de faire face aux défis que posent les régimes autoritaires et les valeurs démocratiques sont plus pertinentes que jamais aujourd'hui. En conclusion, le discours de Churchill a une réception marquante à l'époque, tant aux États-Unis qu'en Union soviétique. Aujourd'hui, il continue de résonner dans les débats contemporains sur la géopolitique mondiale et les valeurs fondamentales qui sous-tendent les relations internationales. Il met en évidence la fracture persistante entre la Russie et les pays occidentaux en matière de liberté, de démocratie et de recherche d'influence mondiale.